David Chapira, bonjour. Bonjour Claudine. Comment allez-vous? Tout va bien. Tout va bien? Vous avez beaucoup de chance. Alors nous allons parler d'actualité, mais particulièrement d'une affaire qui agite les médias et même le gouvernement israélien. Cette histoire de fuite, de nouvelles fuites, et comme vous me disiez hors antenne, des fuites qui durent depuis près d'un an et qui ne semblent pas vouloir s'apaiser. Quelles sont ces fuites? Pourriez-vous nous en dire un peu plus, des détails, des informations, qui, quand, quoi et pourquoi? Alors tout d'abord, on va expliquer à nos auditeurs et auditrices que c'est une affaire très grave qui, pour l'instant, ne peut être publiée pour des raisons de censure militaire, de policière, de censure du renseignement, mais dans les heures qui viennent et dans les jours qui viennent, nous en saurons un peu plus. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un homme qui a été engagé comme conseiller personnel de Benjamin Netanyahou, du Premier ministre, mais qui a échoué dans les examens de sécurité. Vous savez que quand on obtient un poste très important, sensible, et qu'on est exposé à des secrets militaires, des secrets qui ont trait au renseignement militaire, au renseignement de défense et de sécurité, on doit passer ce qu'on appelle en hébreu un sivuk bitroni, c'est-à-dire on doit passer un examen, savoir si on est une personne assez fiable, assez sûre, intègre, pour justement recevoir et être exposé à des secrets d'État, des secrets militaires, des secrets de défense et de renseignement. Or, cette personne-là a échoué. Elle a échoué. Alors, elle a été engagée comme conseiller extérieur, c'est-à-dire sans consultant. Voilà, consultant, mais sans avoir été encore une fois, qualifié par les services de renseignement, le Shabak, le service de sécurité intérieure. Et cette personne-là, effectivement, était très proche de Benjamin Netanyahou, a été exposée et assistée à des réunions ultra secrètes, donc est exposée aussi à des documents qui ont été fournis par l'armée et les services de renseignement classés ultra secrets. Et cette personne-là, depuis plus d'un an, enfin depuis la guerre, depuis le 7 octobre, en fait, n'a cessé d'organiser des fuites à des fins tout à fait électorales. Il s'agissait, si vous voulez, de créer un narratif concernant les otages, comme quoi, je suppose, il n'était pas possible de faire des accords avec Sinoir, avec le Hamas, etc. Et ce narratif qui arrange le Premier ministre, qui a arrangé, si vous voulez, sa version des faits, a été organisé de façon systématique. Alors, au départ, depuis quelques jours, le bureau du Premier ministre et Netanyahou ont déclaré que ce conseiller n'était pas un de leurs proches. Il n'était pas. Donc ils l'ont, si vous voulez, mis à l'écart. C'est complètement faux parce qu'on a vu des photos, on voit des photos floutées, où on voit ce conseiller dans l'hélicoptère de Netanyahou, dans des réunions qui sont des réunions fermées. Et donc, il y a une proximité évidente entre Netanyahou et ce conseiller qui, en fait, était engagé, si vous voulez, pour construire un narratif. C'est-à-dire une version des faits, une propagande, absolument. Un peu un lavage de cerveau tout à fait. Qui profite à Netanyahou, qui va dans le sens où Netanyahou lui-même expose, si vous voulez, la situation comme... Tel qu'il le veut, selon son point de vue. Absolument. Et c'est une affaire extrêmement grave parce que ce proche conseiller, qui n'est pas proche d'après Netanyahou, n'aurait pas fait cela sans l'autorisation, si vous voulez, d'une personne... De Netanyahou ou d'une personne qui est, si vous voulez, plus gradée que lui d'un point de vue de sa fonction, c'est-à-dire quelqu'un qui serait peut-être entre Netanyahou et lui, ou Netanyahou lui-même. Alors, j'ai quand même une question, et certainement celle des auditeurs. En réalité, si on a bien compris ce que vous tentez de nous dire, cher David, c'est que ce conseiller a servi les intérêts de Benjamin Netanyahou, et aujourd'hui, on parle de fuite. C'est-à-dire quoi? Qu'on découvre finalement le rôle de ce conseiller, ou c'est ce conseiller qui a fourni des preuves qu'il a servi à Netanyahou? Les deux. C'est-à-dire qu'on découvre aujourd'hui son rôle, et on découvre aussi que ça faisait des mois et des mois, quasiment depuis le début de la guerre, que des documents considérés comme ultra secrets fuitaient auprès des journalistes. Et on se demandait, mais où est la source de cette fuite? Donc, si vous voulez, la réponse est positive à vos deux questions. D'abord, on le découvre maintenant, et on découvre surtout, si vous voulez, une entreprise, un système de fuite organisée
dans le but, si vous voulez, de servir, encore une fois, la narration des faits par Benjamin Netanyahou. Voilà. Donc on en saura un peu plus dans quelques heures, parce que les identités vont être dévoilées. Il y a déjà plusieurs conseillers qui ont été interrogés par les services de sécurité. D'autres ont déjà consulté 2 conseillers qui sont très importants de Netanyahou, ont déjà consulté l'avocat Amir Haddad qui défend lui-même Netanyahou dans son procès. Donc vous voyez, c'est une histoire qui va éclabousser en fait. Il va éclabousser qui l'ensemble du bureau, l'ensemble des employés du bureau du Premier ministre, ministre. Vous savez que les employés du bureau du Premier ministre, c'est une garde rapprochée de Netanyahou. Si vous voulez, ce sont ses longs bras, si vous voulez, et qui fixent, si vous voulez, la politique de Netanyahou. C'est-à-dire que c'est eux qui entretiennent. Enfin, ce sont des postes extrêmement importants. C'est eux qui appliquent les décisions. C'est très, très important. Et écoutez, on a hâte évidemment d'en savoir plus et surtout de connaître les conséquences à la veille d'une guerre. Je peux vous faire un test si vous voulez. Est-ce que vous connaissez Ron Dermer? Non, pas trop bien. Alors Ron Dermer, c'est celui qui décide de tout. Oui, Ron Dermer, par exemple, je ne sais pas si nos auditeurs le connaissent, Ron Dermer est un ministre. Vous saviez ça? Non, pas du tout. Okay. Il est ministre de quoi? Quel portefeuille? Alors je ne me rappelle plus très bien, ce n'est pas important parce que c'est le plus proche conseiller de Netanyahou. D'accord. Et c'est lui qui organise ou qui est à l'initiative de toutes les négociations entre les États-Unis et Israël. Voilà, un ministre qui depuis plus d'1 an, 2 ans, est à un poste ultra important. Vous ne connaissez pas sa tête, vous n'avez jamais entendu parler de lui, et pourtant c'est lui qui dirige toute la politique extérieure d'Israël avec les États-Unis. Voilà. C'est pour vous dire comment ça marche un peu le bureau du Premier ministre. Écoutez, j'espère que vous nous en direz un peu plus la prochaine fois. Oui, Ron Dermer est un personnage clé. C'est peut-être le personnage le plus important vous après Netanyahou. Comment son nom? Alors R-O-N, plus loin, D-E-R-M-E-R. Dermer. Très bien, c'est bon à savoir. Voilà. Alors, ça vaut la peine d'un article sur Alliance. Absolument, c'est bien pour ça que je vous ai demandé de les plaire. Alors, l'autre chose évidemment qui nous interpelle et qui nous inquiète évidemment, c'est cette guerre qui se rapproche, une attaque d'Israël vers l'Iran ou plutôt l'Iran qui attaquerait Israël? Alors, avant de parler de l'Iran, parce que tout ça c'est lié. Tout ça c'est lié à l'Iran. Évidemment. On va parler un peu de l'enlisement, parce qu'on commence à s'enliser dans un double bourbier, celui de Gaza et celui du Liban. Alors, puisque ces 2 proxys de l'Iran sont intimement liés aussi à ce que l'Iran décidera, on va essayer un petit peu d'analyser très rapidement les deux fronts qui sont quand même les plus proches et les plus actuels, parce qu'on meurt encore aujourd'hui, malheureusement, à Gaza et au sud Liban. Alors, Gaza, c'est pour l'instant l'impasse, parce que Gaza, tout le monde comprend ce que ne veut pas Netanyahou. Il ne veut pas du Hamas et il a raison. Il ne veut pas l'autorité palestinienne, c'est discutable. Le Fatah. Mais le problème, l'autorité palestinienne d'Abou Mazen, Mahmoud Abbas, il n'a pas confiance. C'est discutable. Ah ben c'est ça la question. Personne ne sait ce qu'il veut. Et le plus grave, c'est que rien n'est fait pour commencer à réfléchir et à établir une force internationale, une force arabe, une force peu importe, mais quelque chose qui remplace le Hamas. Et ça, c'est très inquiétant parce que ça veut dire qu'on continue à patauger dans un bourbier et qui n'a toujours pas d'alternative. Et ça fait déjà depuis 1 an qu'on dit on va gagner la guerre contre le Hamas. On a gagné la guerre contre le Hamas. Sinwar a été liquidé, Haniyeh a été liquidé. Tous les hauts responsables du Hamas ont été liquidés. Mais qu'est-ce qu'on met à la place, sachant que la guerre n'a jamais été un but en soi, mais seulement un objectif pour remplacer, si vous voulez, une autorité qui était une autorité terroriste, sanglante, sanguinaire, islamiste. D'accord, tout ça c'est bien, ça y est, on l'a fait. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour éviter que des soldats tombent pour rien dans la bande de Gaza? Parce qu'il faut, de toute façon, mettre, si vous voulez, une autorité, bien sûr, sauf le Hamas, évidemment, sauf une organisation terroriste, dans la bande de Gaza. En ce qui concerne le sud Liban, c'est à peu près la même chose. Nous avons nettoyé, c'est-à-dire nous avons aplati tous ces villages qui avaient été construits, renforcés et qui avaient grandi devant la frontière pour une attaque ressemblante au 7 octobre. Tout à fait. Dans un périmètre d'au moins 3 km autour de la frontière avec Israël. Nous continuons à avancer, mais nous avons quasiment atteint le Litani, c'est-à-dire les objectifs que nous voulions. Il y a encore le Hezbollah qui se trouve au-delà du Litani et qui continue à nous bombarder. Et tout le monde sait que tout compte fait, nous n'arriverons pas à désarmer totalement le Hezbollah, mais au moins dans les 10 km qui entourent la frontière israélienne, nous exigeons et nous obtiendrons le fait qu'il n'y aura plus d'hommes armés
proche de la frontière. Dans ce périmètre à 10 km, et que nous, dans le cas où cela existerait, eh bien, nous pourrons agir, c'est-à-dire liquider toute personne qui se trouverait avec une mitraillette ou avec un mortier. Et là, maintenant, c'est à peu près la même chose. On débute un bourbier libanais, et malheureusement, nous avons une mauvaise expérience avec le Liban. La guerre du Liban qui a duré 18 ans entre 1982 et 2000. Le bourbier libanais, on connaît. Mais on sait qu'il faut arriver à un arrangement avec une possibilité, si cet arrangement est violé, c'est-à-dire il n'est pas respecté, de pouvoir intervenir sur place de façon chirurgicale. Alors, tout cela est très bien. Il y a juste un petit détail, David, c'est qu'aujourd'hui, Hezbollah, il ne se bat plus avec des armes ou seulement des missiles anti-chars, mais aussi avec des missiles balistiques. Alors qu'ils soient éloignés de 4 ou 6 km d'Israël, en réalité, ça va changer quoi concernant la configuration de cette guerre? Écoutez, il y a encore un autre partenaire dans cette histoire du Liban, c'est le gouvernement libanais, les chrétiens et tous ceux qui n'appartiennent pas aux chiites, et même tous les chiites. Je ne suis pas sûr que tous les chiites, dans leur ensemble, soutiennent intégralement et entièrement le Hezbollah, parce qu'ils sont... Maintenant, il y a 1,5 million de personnes déplacées sur un pays qui compte 5 millions. Donc, je suppose que tous les chiites ne vivent pas dans des conditions heureuses et agréables et sympathiques. Donc là, il y aura une question de dissuasion. La dissuasion est revenue maintenant. La dissuasion est revenue, sachant évidemment que le Hezbollah peut atteindre Israël au-delà de 10 km. Évidemment, vous avez raison. Mais sachant que ça pourrait coûter très cher, et encore une fois au Hezbollah et au Liban dans ses infrastructures, on n'a pas commencé par exemple à attaquer les infrastructures libanaises. Si aujourd'hui, Netanyahou ou le gouvernement disait « Vous avez 24 heures pour arrêter les tirs de drones et de roquettes, sinon il n'y aura plus d'électricité dans tout le Liban. » Ça vous prendra des mois, des années à ramener l'électricité. Je vous assure que peut-être il y aura le calme. Et s'il n'y a pas le calme, eh bien, il n'y aura pas d'électricité. Après, ce sera l'eau et le gaz. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des moyens. Il y a des moyens. Il serait peut-être temps de les utiliser, il serait peut-être temps de les utiliser, mais comme vous comprenez, nous stagnons dans un bourbier qui s'appelle le bourbier libanais. Maintenant, vous avez posé la question en ce qui concerne l'Iran. Alors, tout à fait. Je rappelle les faits. Lorsque Israël a riposté il y a quelques jours, eh bien, l'Iran, le matin même, avait déclaré qu'elle ne réagirait pas parce que l'Iran ne connaissait pas encore peut-être l'ampleur des dégâts que nous avons causés. Là, le discours se radicalise et il semblerait que l'Iran veuille effectivement réagir, mais pas de l'Iran. De l'Irak. De l'Irak. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, tout d'abord, en Irak, il n'y a pas de missiles lourds à longue portée. Les milices irakiennes n'ont pas ces gros missiles que l'Iran nous a envoyés. Les milices irakiennes ont plus des drones. Des drones, parce qu'il faut quand même voyager 1000 km. Et donc, il est plausible qu'on puisse être attaqué par une nuée de drones en provenance d'Irak. C'est possible. Sachant tout de même qu'à la veille des élections américaines, on vient d'apprendre que des B-52, des bombardiers B-52 ont été envoyés dans la région. C'était un message pour l'Iran. Et Biden a déclaré que cette fois-ci, il ne pourrait pas retenir Israël de réagir, je dirais, avec toutes les conséquences que cela peut avoir. Très bien. Mais écoutez, David, je suis ravi que vous nous ayez donné un tel éclairage. Avez-vous autre chose à ajouter? Je crois qu'on a fait un petit peu le tour de l'actualité. Ces quelques jours seront décisifs. Et évidemment, nous attendons avec impatience les résultats, qu'on n'aura pas tout de suite d'ailleurs, des élections américaines. Parce que cela aussi, ça va évidemment changer toute la politique de la région. Et ça va avoir aussi une grande influence sur la suite de l'actualité dans notre région. En tous les cas, je vous souhaite... à vous et à tous les auditeurs, une très très belle semaine avec de meilleures nouvelles et nous espérons que tous les soldats reviendront sains et saufs de leur mission, que ce soit dans la bande de Gaza ou au sud Liban. Avec les otages, amen. Amen. Merci beaucoup, David.